L'objectif de cette vidéo est de définir les toutes dernières structures de contrôle en algorithmique, à savoir les instructions répétitives qui constituent le moteur des algorithmes. En effet, elles sont une de leurs principales raisons d'être, puisque la mise en place des programmes informatiques est née de la volonté d'éviter les tâches répétitives aux humains. Sachez qu'il est très fréquent d'utiliser le terme boucle à la place d'instructions répétitives. Dans un premier temps, nous verrons comment utiliser une boucle, les trois structures et déterminer celle qui sera la plus appropriée à une situation. Et enfin, nous verrons qu'il est possible d'imbriquer des structures répétitives. Alors, comment utiliser une répétition? Eh bien, tout dépend du cas dans lequel on se trouve. Soit on aura besoin de compter un nombre de fois bien précis, soit on aura besoin d'exécuter une action jusqu'à une certaine satisfaction, ou soit on aura besoin d'exécuter une action uniquement si cela est nécessaire. Alors pour que ce soit un petit peu plus parlant, nous allons partir d'un cas concret où on suppose que l'on a un sachet qui contient 20 bonbons. Et notre objectif, c'est de faire contenir 20 bonbons dans ce sachet. Si on applique chacune de ces structures, eh bien on verra qu'il n'y en a qu'une seule qui va répondre réellement à notre besoin. Dans notre premier cas de figure ici, nous avons notre sachet de 20 et puis nous allons ajouter un bonbon 20 fois. Donc, ce qui veut dire qu'à la fermeture du sachet, nous aurons 20 plus 20, 40 bonbons. Maintenant, si nous appliquons cette seconde structure à notre sachet de 20 bonbons, nous allons commencer par rentrer dans la boucle sans se poser de questions. Et puis, nous répétons l'action que nous devons faire, c'est-à-dire ajouter un bonbon. Donc, au 20, j'en ajoute un et je ne fais la vérification du nombre de bonbons qu'après. Ce qui veut dire que comme ici j'ai atteint mon quota, je ferme le sachet, j'aurai cette fois-ci 21 bonbons. Maintenant, dans notre dernier cas, j'ai mon sachet de 20 bonbons, mais je commence par vérifier le contenant. Comme j'ai atteint mon quota, je ne rentre pas dans cette boucle, donc à la fermeture de mon sachet, j'aurai bien les 20 bonbons qui sont attendus. Donc vous voyez qu'il y a trois structures qui ne vont pas nous permettre d'obtenir le même résultat. Alors voyons la première, la structure pour, qui, vous l'avez en jaune, la syntaxe d'un point de vue algorithmique, et en vert, la syntaxe que nous utilisons en C#. Mais pour la rendre plus parlante, partons d'un exemple avec un algorithme qui va permettre l'affichage des valeurs d'une variable qui va prendre successivement les valeurs de 0 à 3. Voyons, lorsqu'on doit dérouler cet algorithme, ce qui se passe. Dès que mon algorithme rencontre la ligne pour i de 0 à 3, ça veut dire que notre variable i reçoit la valeur initiale, c'est-à-dire 0. Puis, notre algorithme va se poser la question, est-ce que la valeur de i est inférieure ou égale à la valeur finale? Donc, est-ce que 0 est inférieur ou égal à 3? Si nous répondons oui, ça veut dire que nous rentrons dans notre boucle. On va donc afficher la valeur de i, c'est-à-dire 0. Puis, lorsque mon algorithme va rencontrer fin de pour, eh bien, automatiquement, je vais avoir i qui va s'incrémenter de 1. Donc, i qui était à 0 va passer à 1. Et enfin, notre algorithme nous ramène à l'instruction pour se reposer la question, est-ce que la valeur de i, donc 1, est toujours inférieure ou égale à 3? Vous l'avez compris, tant que i va être inférieur ou égal à 3, on va mouliner ici et être à l'intérieur de notre boucle, jusqu'à ce que i passe à 4, auquel cas on va se poser la question, est-ce que 4 est inférieur ou égal à 3? À cette question, on va répondre non, et on viendra se brancher à la fin de notre instruction fin de pour. Voyons cet algorithme, que devient-il en C#? Eh bien, nous avons la structure for, premier bloc qui permet l'initialisation de la variable, deuxième bloc qui permet d'indiquer la condition d'entrée dans la boucle, et troisième bloc où ici vous avez une instruction que vous ne connaissez peut-être pas, i++, qui va nous modifier notre compteur. Ce i++, c'est l'équivalent de l'instruction que vous écrivez i est égal à i plus 1, ce qui veut dire que notre variable s'incrémente de 1.
Lorsque l'on va exécuter ce jeu d'essai, eh bien automatiquement nous allons avoir les valeurs de 0 à 3 qui vont s'afficher, et ici nous avons rajouté une conditionnelle qui dit que si la valeur de i est pas inférieure est bien inférieure à 3, eh bien on affichera un trait d'union qui séparera chacune des valeurs de i qui va s'afficher. Seconde structure, le tant que. Tant que, une condition, faire le bloc d'instruction fin de tant que, c'est la syntaxe d'un point de vue algorithmique. D'un point de vue C#, while, une condition, accolade de début de bloc, la liste des instructions, accolade de fin de bloc. Voyons sa sémantique d'un point de vue algorithmique. Lorsque un algorithme rencontre l'instruction tant que, la toute première chose qu'il fait, c'est d'évaluer l'expression booléenne. Si cette expression booléenne renvoie vrai, il rentre dans la boucle, exécute toutes les instructions, et lorsqu'il rencontre fin de tant que, il remonte à l'évaluation de l'expression booléenne. C'est vrai, je recontinue. Si par contre l'expression booléenne renvoie faux, eh bien on viendra se brancher à l'instruction qui suit le fin de tant que. Partons sur un exemple concret d'un point de vue C#, où ici nous avons la structure d'un programme, enfin la partie d'un code, qui va demander à l'utilisateur de saisir une valeur positive, donc un entier positif. Ici, vous voyez qu'on commence par demander la saisie à l'utilisateur et on dit tant que cette variable est négative, eh bien, je vais me retrouver enfermé à l'intérieur de cette boucle et bien entendu, dès que la variable passera positive, eh bien, la condition sera fausse et à ce moment-là, je sortirai de ma structure while pour venir me brancher à l'instruction qui suit immédiatement l'accolade de fin de while. Partons sur un jeu d'essai. Je rentre dans mon programme, il me demande de saisir une valeur positive. L'utilisateur saisit -10 qui est affecté à variable et donc on va se poser la question, est-ce que -10 est négative? On va bien entendu répondre oui, donc on rentre dans la boucle et on va se retrouver piégé ici. Donc il nous demande de saisir une valeur positive, cette fois-ci l'utilisateur saisit -125 qui va être affecté à variable. Je remonte à ma boucle while, -125 est-elle négative? Oui, je reste dans ma boucle. Il me demande de saisir une valeur positive, je saisis la valeur -25 est affecté à variable, je remonte, je refais mon test, -25 est-elle négative? Oui, je reste dans ma boucle. Cette fois-ci, l'utilisateur saisit 10 dans variable, donc lorsque l'on remonte, est-ce que 10 est inférieur à 0? Non, donc on sort de la boucle while et on termine notre programme. Voyons la dernière instruction, répéter. D'un point de vue syntaxe algorithmique, en jaune, répéter un bloc d'instructions jusqu'à ce qu'une condition soit satisfaite. D'un côté C#, do, accolade de début de bloc, la liste des instructions, accolade de fin de bloc, while, condition, mais cette fois-ci, vous voyez qu'après le while condition, comme on termine la structure, il faut un point-virgule final. Alors, faites très attention lorsque vous devrez traduire un algorithme en C# parce que nous ne sommes pas dans la fonction littérale. C'est-à-dire que ma structure en C#, ça n'est pas répéter jusqu'à, mais faire tant que. Donc, ce qui veut dire que la condition que va renfermer mon while sera l'opposé de la condition renfermée ici à l'intérieur de mon bloc jusqu'à. Passons sur un exemple concret en C#. Nous avons ici un algorithme qui va demander à l'utilisateur de saisir une valeur comprise entre la valeur inférieure et la valeur supérieure. Vous voyez qu'ici, nous avons deux conditions à vérifier. Notre valeur, pour qu'elle soit valide, doit être bien entendu supérieure à la valeur inférieure et en même temps inférieure à la valeur supérieure. Sauf que nous ne sommes pas dans un jusqu'à, nous sommes dans un tant que. Ça veut dire que la condition d'arrêt sera que notre condition valeur doit être inférieure à val_inf ou bien que notre valeur soit supérieure à val_sup. Comme nous sommes dans un
ou vous savez qu'une seule des conditions, si elle est vérifiée, eh bien, va valoriser notre boucle et on restera à l'intérieur de notre boucle faire. Par contre, dès que nous aurons nos deux conditions qui seront à la valeur fausse, eh bien, automatiquement, nos conditions seront remplies, donc on pourra sortir de notre boucle. Partons sur un exemple. L'utilisateur exécute ce programme, donc on rentre dans la boucle faire et on va se retrouver piégé jusqu'à, bien entendu, tant que ces valeurs ne seront pas satisfaites. L'utilisateur commence par saisir 1. 1 va être stocké dans valeur et dans le while, nous nous posons la question, est-ce que 1 est plus petit que 5 ? Automatiquement, ici, il va nous répondre oui, donc il ne va pas aller plus loin, puisque comme on est avec un ou, il suffit qu'une des deux conditions soit vérifiée pour que notre test renvoie vrai. Donc on va remonter. L'utilisateur demande de saisir une valeur, le programme demande de saisir une valeur, l'utilisateur saisit 50, 50 est stocké dans valeur. 50 est-il plus petit que val_inf? Non. Donc 50 est-il supérieur à val_sup? Oui. L'une des deux est à oui, donc ça veut dire que ma condition est remplie, donc je remonte. Je demande à l'utilisateur de saisir une valeur, cette fois-ci il saisit 7. Est-ce que 7 est plus petit que 5 ou est-ce que 7 est supérieur à val_sup? Ici je réponds non dans les deux cas, donc ça veut dire que je sors de ma boucle. Vous le comprenez, il existe 3 structures et bien entendu, il va falloir à un moment précis dans mon algorithme choisir laquelle je vais prendre. La structure pour est réservée dans le cas où le nombre est fixe, il est connu au moment de l'exécution du programme. Vous verrez que lorsqu'on travaillera avec C# sur une liste de valeurs connues à l'avance, on utilisera une autre structure à la place du for qui est le for each qui nous permettra d'écrire beaucoup plus rapidement nos programmes. Dans le cas où on veut répéter, le nombre d'actions est variable, mais cette action sera répétée au moins une fois. Alors que dans tant que, le nombre d'actions est variable, mais il sera possible de ne jamais répéter cette action. Voyons maintenant la possibilité d'imbriquer des structures itératives les unes dans les autres. Ici, l'exemple que l'on veut faire, c'est afficher les tables d'addition. Donc bien entendu, le jeu d'essai que je vais vous proposer ne sera pas la totalité des tables de 1 à 10. On ne visualisera que la table de 9 et la table de 10. Donc, que fait cette structure? Elle prend d'abord une première boucle où on aligne qui va s'initialiser à 1 et s'arrêter à 10 et à chaque fois s'incrémenter de 1. Nous afficherons table 2 donc du numéro correspondant, 1, 2, 3, etc. Et puis nous avons une seconde boucle pour qui cette fois-ci utilise l'indice call qui va partir de 1, qui va s'arrêter à 10 et pour call, on va automatiquement l'incrémenter de 1. Volontairement, je vous ai mis les deux structures possibles d'écriture. Donc voilà notre jeu d'essai, nous aurons bien table de 9 quand cela sera le cas, et puis on a bien 9 plus 1 égale 10, 9 plus 2 égale 11, c'est-à-dire l'affichage de l'instruction qui est mentionnée ici. Quelques remarques générales en ce qui concerne nos structures itératives. Les conditions que nous avons utilisées étaient des conditions simples. Sachez qu'elles peuvent être plurielles. Dans ce cas-là, vous utilisez les opérateurs logiques et ou. Dans le cas de structure imbriquée, n'oubliez pas d'indenter votre programme pour une meilleure lisibilité. Attention à la gestion des conditions de sortie pour éviter qu'un programme ne boucle indéfiniment. La structure tant que est fondamentale, avec elle on peut réaliser toutes les autres, par contre l'inverse n'est pas vrai. En résumé, si je connais le nombre de fois où je dois faire ma structure itérative, j'utiliserai la boucle pour. Si je ne connais pas le nombre de fois, je dois me poser la question, est-ce que je dois l'exécuter au moins une fois? Si c'est oui, j'utiliserai le répéter. Si c'est non, j'utiliserai une boucle tant que.
Voilà, à vous de jouer maintenant. Vous allez compléter et approfondir vos connaissances par le module 3 qui va approfondir les données qui ont été vues ici. Puis vous terminerez par le TD3 où vous aurez simplement une traduction des algorithmes qui sont prévus, les plus souvent utilisés, que vous devrez traduire en C#. Tous ces documents sont disponibles sur Moodle. Bon courage!